La religion est une illusion et non pas une erreur. Une erreur, ça se dissipe, tandis que dans l'illusion, il y a ludere, le verbe jouer. Quand on dit l'illusion comique de Corneille, une illusion, c'est une pièce de théâtre. Et donc, au fond, qu'est-ce que c'est que la religion? C'est du théâtre. Bonjour Philippe Godin. Bonjour David. Merci pour ce troisième volet sur les maîtres du soupçon qui s'inscrit dans la série Les philosophes et nous, si l'on peut dire. Et pour cette vidéo, c'est Freud que vous voulez bien nous présenter. Il paraît qu'il a dit partout où je suis allé, le poète était déjà passé avant moi. Qui est Freud? C'est une question qui est très intéressante parce que moi je la traduis de cette manière-là, parce que la réponse n'est pas évidente. Mais qu'est-ce que cet homme a fait dans sa vie? C'est pas très clair. Il a écrit des livres, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste? Alors voilà, quelqu'un qui est né en 1856 et qui meurt en 1939. Il est né donc en plein 19e siècle. C'est intéressant de savoir, par exemple, que Rimbaud est né quasiment à la même époque. Rimbaud est né en 1854, mais il est mort en 1891. Il appartient pour nous, et avec raison, totalement au 19e siècle. De la même manière que Marx et Nietzsche appartiennent totalement au 19e siècle. Mais au fond, c'est un homme du 20e siècle quand même. C'est intéressant de comprendre ça. Il s'est formé pendant le 19e siècle, mais il a vécu vieux. Et sa notoriété, évidemment, est devenue tout à fait considérable de son vivant dès le XXe siècle. Alors, qu'est-ce que cet homme a fait? D'abord, il faut se rappeler que c'est un médecin. C'est un médecin, donc famille juive, très assimilée, en voie d'ascension sociale. Son beau-père est néanmoins rabbin, et il a une culture juive, incontestablement, très marqué, mais en même temps c'est une figure typique du juif assimilé qui ne renie pas du tout sa judéité, mais qui n'est pas du tout religieux, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se dit un scientifique matérialiste, athée, strictement non religieux. Tout le monde raconte qu'il interdisait à sa femme d'observer le moindre rite, et après sa mort, sa femme a repris tranquillement un certain nombre de rites liés à la vie juive. Alors, Freud était un médecin, mais la médecine n'est pas une science. La médecine est un art. Ça veut dire que le but de la médecine, c'est pas de produire des théories, c'est de soigner, de guérir. Simplement, pour soigner et pour guérir, il faut avoir quelques connaissances. Et donc, c'est lié à l'activité scientifique. Mais la médecine n'est pas, en tant que tel, de l'ordre de la théorie. Il a effectivement fait un peu de neurologie, s'est intéressé à la physiologie, mais on ne peut pas dire qu'il ait fait énormément de recherches à la paillasse, comme on dit, de recherches proprement scientifiques, strictement biologiques ou physiologiques. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a toujours eu le souci ou le désir de trouver des solutions face aux problèmes que pouvaient lui poser certains ou certaines de ces malades. Ça fait absolument aucun doute. Et je pense que c'est à partir de là, c'est profondément lié donc à sa vie, qu'on peut comprendre véritablement l'originalité et ce que Freud a fait, au moins sur le plan thérapeutique. Si vous avez devant vous des malades dits hystériques, l'hystérie n'étant pas réservée aux personnes de sexe féminin, même si c'était surtout avec des femmes que Freud avait affaire, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des symptômes parfaitement somatiques, d'un membre paralysé, de ceci, de cela, enfin peu importe, mais sans aucune forme de lésion somatique. Donc c'est des maladies qu'on va appeler psychosomatiques. Donc c'est le problème du lien ou de la relation
entre l'âme, comme on dit, et le corps, hein, Seele, c'est le terme qu'emploie Freud. Alors, dans les traductions, on traduit ça par psychisme, ça fait plus scientifique que âme, mais psychisme, ça vient de psyché, qui veut dire l'âme. Bon. Donc, quel rapport entre l'âme et le corps? Et alors, c'est très intéressant parce que ce type de malade, son phénomène, c'est très agaçant. Au fond, le narcissisme médical est humilié par ces malades casse-pieds qu'on n'arrive pas à guérir et dont on n'arrive pas à isoler, si j'ose dire, d'une manière matérielle, la cause lésionnelle, hein, du dysfonctionnement. C'est donc ce qu'on appelle des fonctionnels par opposition aux lésionnels. Voilà, ils n'arrivent pas à fonctionner, voilà, ils ne vont pas bien du tout, alors ils sont névrosés ou plus encore psychotiques. Enfin, bon. Et donc c'est vis-à-vis de ce genre de questions que Freud va être conduit, c'est ça qui m'intéresse le plus chez lui, il va être conduit à inventer quelque chose faute de pouvoir faire autrement. Ça, c'est tout à fait fascinant. Autrement dit, Freud va vivre d'une manière technique et professionnelle ce que nous vivons tous par ailleurs. Chez Descartes, par exemple, il y a cette idée qu'il y a l'arbre de la science, etc. Alors il y a les racines, etc., la métaphysique, le tronc, la physique, et puis la mécanique, etc. Puis la plus belle, la plus haute branche, après la médecine, c'est la morale. C'est-à-dire que la morale, c'est ce qui nous explique comment nous comporter en cette vie. Mais bon, évidemment, c'est la dernière des branches. Donc c'est celle qui arrive à la fin. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la science de toute chose, on ne pourra pas construire la morale. C'est emmerdant. Pourquoi? Parce que la morale, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Que dois-je faire? Autrement dit, la situation morale de l'existence humaine consiste à affronter cette question. Il faudra bien que j'agisse avant de savoir. Et donc, il faut trouver une intelligence de l'action qui ne passe pas par l'application bébête d'un savoir tout faire, en quelque sorte. Eh bien, comme médecin, le docteur Freud va inventer une manière d'agir parce qu'il ne sait pas. Donc la psychanalyse, ça va être une révolution extraordinaire. C'est-à-dire que le médecin ne sait pas, seul le malade peut savoir. C'est pas au médecin de faire le boulot, c'est au patient de faire le boulot. On n'est jamais psychanalysé, on est analysant. C'est-à-dire que c'est le patient qui fait le boulot. Et il fait le boulot comment? Par la parole. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que dans la conception scientifique, cartésienne, si j'ose dire, justement, de la médecine, on considère le corps comme une machine, ce qui donne de prodigieux résultats sur le plan du progrès des sciences, et c'est hautement utile. La médecine a fait des progrès considérables grâce à la science et à sa connaissance du corps comme une mécanique extraordinairement complexe, mais au fond, quand vous allez voir le médecin, vous allez avec votre corps comme on conduit sa voiture. Hein, quand on apporte la voiture chez le garagiste, on ne comprend rien à sa voiture, surtout maintenant que les voitures sont très compliquées. Le garagiste vous rend votre voiture, vous n'êtes pas un meilleur conducteur pour autant, mais votre voiture marche. C'est comme ça qu'on fait quand on va chez le médecin. Alors que pour ces malades très bizarres, au fond, Freud leur dit, mais il y a que vous qui pouvez savoir, et c'est vous qui allez faire le job. Simplement, moi, je vais vous écouter, et évidemment, il fait un travail théorique, par ailleurs, en quelque sorte, qui fait que son écoute va plus ou moins diriger la parole de l'analysant, en quelque sorte. Donc il va inventer un truc qui s'appelle la psychanalyse. C'est ça qui est très intéressant. Donc ce n'est pas un truc théorique, c'est quelque chose de pratique et de thérapeutique. Mais évidemment, avec une élaboration par ailleurs tout à fait théorique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Talking Cure, c'est une thérapie par la parole. Autrement dit, l'analysant par les mots, d'abord le langage est un phénomène psychosomatique, on parle avec son corps, mais précisément on exprime par des signifiants des signifiés, donc on exprime de la pensée par la parole qui est un phénomène physique, c'est psychosomatique. Et donc par les mots,
l'idée est d'aller retrouver, en quelque sorte, par association libre, des contenus psychiques qui sont refoulés, qui sont inconscients. Donc c'est ça l'histoire de la découverte de l'inconscient. Alors, tout le monde connaissait cette idée qu'il y a des tas de choses qui existent dans notre psychisme et qu'on ne retrouve pas, qui ne sont pas dans notre conscience, qu'on a oublié, qu'on va retrouver, que sais-je encore. Donc Freud n'invente pas du tout la notion d'inconscient, mais Freud va découvrir un inconscient psychique qui est un inconscient dynamique, c'est une force en quelque sorte. Et ce qui va évidemment le conduire à faire toute une théorie psychologique. On peut dire que de ce point de vue-là, l'effort théorique de Freud, c'est de construire une psychologie. Mais sa psychologie, elle n'est pas fondée sur la matérialité du corps. Et d'ailleurs, il y a une lettre où Freud dit « un jour, peut-être qu'on comprendra tout ». Essayez d'imaginer tout ce que l'on sait maintenant sur la biologie, la physiologie du système nerveux et du cerveau, et à quel point, à l'époque de Freud, on ne savait quasiment rien. Donc lui, il fait une hypothèse organiciste, mécaniste, matérialiste, car il est philosophiquement matérialiste, organiciste, physico-chimique, etc., etc. Mais il est thérapeutiquement, en tant que médecin, il fait tout à fait autre chose. Et c'est ça qui me fascine complètement. Et donc, voilà quelqu'un qui est totalement matérialiste philosophiquement, mais qui thérapeutiquement fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire que, au fond, c'est la parole qui soigne. C'est l'esprit qui produit le corps, si j'ose dire, et non pas l'inverse, thérapeutiquement parlant. C'est ça le truc surprenant, en quelque sorte, chez Freud. Sa grande idée, l'inconscient. Et quand il ouvre le capot, il a une théorie des pulsions qui se jouent. C'est une autre grande idée de Freud, pulsion de désir, pulsion de mort, Eros et Thanatos. Qu'est-ce que c'est? L'importance accordée aux pulsions sexuelles et aux pulsions agressives, chez Freud, dans sa psychologie, si j'ose dire, ça vient du fait tout simplement qu'elles sont plastiques. C'est-à-dire que quand vous avez faim ou quand vous avez soif, vous pouvez vous amuser, si j'ose dire, à renoncer à ces pulsions. Et vous pratiquez le jeûne. Plus rares sont ceux qui pratiquent l'abstinence de boire, comme Catherine de Sienne, par exemple. Voilà. Ça, c'est les athlètes, les ascètes de haut niveau, n'est-ce pas? Bon. Hein, quand quelqu'un fait la grève de la faim, il dit, voilà, je renonce à quoi? À quelque chose à quoi on ne peut pas renoncer. C'est-à-dire que si vous arrêtez de boire, vous mourrez rapidement. Et si vous arrêtez de manger, vous mourrez lentement, mais vous mourrez. Ce sont des pulsions primaires qui ne peuvent se satisfaire que par leur objet naturel, si j'ose dire, de la boisson et de la nourriture. Tandis que les pulsions agressives et sexuelles sont d'une plasticité infinie. Vous pouvez manifester votre besoin d'aimer ou votre instinct sexuel de mille manières. Vous pouvez sublimer votre pulsion amoureuse jusqu'à l'amour de Dieu dans la mystique. Et puis, vous pouvez vous défoncer dans je ne sais quelle activité, dans tel sport, dans tel travail, etc. Vous pouvez dépenser votre énergie. Vous pouvez attaquer la matière plutôt que d'égorger vos semblables. Bref, nos pulsions sexuelles et nos pulsions agressives jouent un rôle capital dans notre vie psychique parce qu'elles n'arrêtent pas de changer de forme. Et donc, précisément, d'être présentes sous 1000 visages dans notre vie psychique. Alors, pulsion de vie et pulsion de mort, c'est vrai que c'est un peu le dernier mot, dit-on, de Freud, Eros, Thanatos, etc. C'est vrai, je pense que c'est très intéressant, et ça nous renvoie aussi au fait, et c'est peut-être ça aussi, on a vu que chez Freud, il y a à la fois un thérapeute praticien, et puis un théoricien quand même, mais à l'intérieur de l'effort théorique de Freud,
il y a en permanence une sorte de jeu entre, je dirais, le biologiste et le psychologue. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre la vie psychique comme un phénomène vital. On a vu cette présence de la vie au travail chez Marx, de la vie qui évalue chez Nietzsche, chez Freud. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres vivants, des êtres biologiques. Et la vie psychique doit être interprétée à partir de notre constitution biologique fondamentale. De ce point de vue-là, on est strictement dans le matérialisme, l'explication du supérieur, du complexe, par l'inférieur, c'est-à-dire la structure matérielle. Mais en même temps, au sein du monde matériel, l'être vivant est comme une sorte de cas à part. Donc effectivement, il y a un certain nombre de caractéristiques qui font qu'il y a une différence entre un mécanisme et un organisme, où le mécanisme a sa raison qui lui est extérieure, en quelque sorte. Vous pouvez démonter une montre et puis la remonter. Si vous démontez un corps sans dispositif compliqué, vous le tuez. Donc voilà, il y a une sorte de caducité. Donc il y a cette énigme, en quelque sorte. À la fois, la biologie ne fait des progrès qu'en supprimant l'idée d'une substance ou d'un élan vital spécifique, d'un principe vital, ce qu'on appelle le vitalisme, mais en même temps, on ne peut pas ne pas voir les caractéristiques surprenantes de l'être vivant par rapport aux choses inanimées. Et donc, la pulsion de vie, effectivement, est à l'œuvre, mais en même temps, comment dirais-je, vivre est exaltant, vivre nous procure du plaisir, mais vivre, c'est fatigant, si j'ose dire. Et donc, il y a toujours au sein même de l'être biologique la logique qui le conduit à la mort. Comme on dit, la fameuse formule, la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, comme on a pu dire, Bichat, n'est-ce pas? Mais Claude Bernard dit aussi la vie c'est la mort. C'est-à-dire que seul ce qui est vivant produit de la mort. N'est-ce pas? Donc, et psychiquement, effectivement, la pulsion de mort, c'est tout ce qui, dans notre vie psychique, nous conduirait à vouloir en finir, en quelque sorte. Ça peut prendre une forme paroxystique dans certains cas complexes ou pathologiques, mais ça prend aussi la forme naturelle d'une immense fatigue de vivre, qui fait qu'on peut être heureux, après tout, de mourir après avoir été, selon la belle formule biblique, rassasié de jour. Donc il n'y a pas d'être vivant qui ne soit pas dans cette dualité contradictoire de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, et ça se retrouve aussi précisément dans la vie psychique. Et l'agressivité est vraiment du côté de la pulsion de vie, mais l'agressivité peut se retourner en son contraire, et donc quand les peuples se jettent les uns contre les autres, c'est parce qu'ils ont une grande force vitale, et en même temps, se jetant les uns contre les autres, ils se suicident mutuellement. C'est l'histoire de l'Europe au XXe siècle, qui est au sommet de sa force et qui en même temps se suicide dans une guerre fratricide au niveau même de l'Europe. Donc Eros et Thanatos, effectivement, ça désigne typiquement chez Freud ces deux forces dont Empédocle a pu parler bien avant lui. Donc là aussi, il rejoint la Grèce à laquelle il était fort attaché, comme beaucoup d'hommes de son temps. Alors après, il y a une chose qui est très intéressante chez Freud, c'est que il s'est voulu le Darwin ou le Copernic, en quelque sorte, de la psychologie, puis c'est-à-dire aussi bien Darwin que Copernic renversent les choses. Copernic renverse le géocentrisme pour plaider pour l'héliocentrisme, et Darwin renverse cette idée selon laquelle nous serions une espèce à part, différente de toutes les autres. Freud, donc, se voit comme un Copernic ou un Darwin de la vie psychique, précisément, en renversant en quelque sorte le rôle central qui n'est plus le moi et la conscience, mais bien les forces inconscientes, qui sont des forces à la fois
biologique et psychique. Le ça est tout à la fois biologique et psychique. Quand il rencontre la réalité extérieure, ça produit le moi, et quand on rencontre la réalité sociale, ça produit le surmoi. Pour ce qui est de Freud, dans la dernière partie de sa vie, on voit qu'il est plutôt allé vers l'anthropologie et la théorie des religions. Si on voit les dernières œuvres de Freud, Totem et tabou, par exemple, L'avenir d'une illusion, Malaise dans la civilisation, et puis L'homme Moïse et le monothéisme. C'est-à-dire que on voit bien que ce qui l'intéresse le plus, c'est quand même de faire une grande théorie de l'humanité, etc., etc. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il va lire les chefs-d'œuvre littéraires à la lumière de sa théorie psychologique, mais il va aussi fonder sa théorie psychologique sur la lecture des œuvres littéraires. Bon, les tragédies grecques, Oedipe, etc., etc. Et donc c'est un rapport expliqué entre la psychologie d'un côté et les œuvres d'autre part. Et on ne voit pas toujours assez que de ce point de vue-là, il y a un, je ne sais pas si on peut le qualifier de philosophe, qui est vraiment un disciple de Freud, qui le lisait d'ailleurs, c'est René Girard. René Girard, on pense toujours, je sais pas, le christianisme de René Girard, sa théorie du bouc émissaire, que sais-je encore, de la violence, etc., sacrée. Mais on oublie de voir que la grande méthode de René Girard, c'est que si on veut comprendre l'âme humaine et la société elle-même, il faut lire les grandes œuvres littéraires et les grandes tragédies. Et ça, je pense que c'est la méthode de René Girard, et il l'a trouvée fondamentalement chez Freud. Alors la théorie de la religion, c'est chez Freud, qu'est-ce que ça donne, si j'ose dire. Alors dans Totem et tabou, au fond, c'est peut-être pas d'une originalité extraordinaire, mais et puis c'est vrai que ça ne correspond pas vraiment à des critères très scientifiques, c'est un petit peu l'idée qu'il y a une analogie entre l'ontogénèse et la phylogénèse. L'ontogénèse, c'est la genèse de l'individu, la phylogénèse, c'est l'évolution de l'espèce. Et donc, en gros, chez Freud, toute sa méthode anthropologique repose sur une sorte de double analogie, si j'ose dire, à la fois entre ontogénèse et phylogénèse, et puis essayer de comprendre la société, non pas avec des concepts proprement sociologiques, mais essayer de comprendre la société avec des concepts psychologiques. Et donc, comme si l'on pouvait passer assez facilement de l'individu au groupe. Bon, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le début de l'histoire de l'humanité, c'est comme l'enfance d'un individu. Voilà. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, contrairement à Nietzsche, qui était sans doute un peu plus fin et plus pessimiste que Freud, encore que côté pessimisme, Freud n'était pas mal non plus, au fond, voilà, les sociétés primitives, ce sont des grands enfants, ce qui nous paraît un peu ridicule maintenant, surtout qu'on fait des études très poussées d'ethnologie ou d'anthropologie. Et donc, voilà, la première forme de la religion, c'est l'animisme, en quelque sorte. Voilà, l'enfant s'imagine que, je ne sais pas, moi, quand il prend une pierre qui lui tombe sur le pied, la pierre a voulu lui faire mal, ou je ne sais quoi, parce qu'il a toujours tendance à tout mélanger, il confond ce qui arrive dans le monde et ses propres désirs, enfin bon, bref. On est dans une espèce de confusion animiste. Après, on va passer grosso modo à l'enfance, et donc on se cherche un papa, etc. Donc c'est les grandes religions, etc., des grandes représentations du divin. Et puis, heureusement, merveilleux, on va passer à l'âge adulte, on va passer à la science, on va pouvoir regarder la vérité en face, et notamment la vérité de la mort en face. Bon, je simplifie évidemment extrêmement grossièrement, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Alors, ce qui est très intéressant, par ailleurs, chez Freud, il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est que le malaise dans la civilisation vient du fait que tout individu veut à la fois vivre et mourir, on l'a vu, pulsion de vie, pulsion de mort. Il veut agresser, mais il aimerait bien être aimé, c'est parfois un peu contradictoire.
il veut s'affirmer et il veut appartenir. Et donc il y a cette idée chez Freud qu'entre l'individu et la société, il y aura toujours une irréductible contradiction. Là, ça le rapprocherait peut-être plutôt de Nietzsche. Freud n'a jamais cru une seconde au mirage communiste, comme tant d'intellectuels. Jamais. Il y aura toujours une contradiction entre l'individu et le groupe, et il y aura toujours précisément une dimension d'agressivité qui ne pourra jamais vraiment disparaître. Et l'autre idée très intéressante, c'est que la religion est une illusion et non pas une erreur. Une erreur, ça se dissipe, tandis que dans l'illusion, il y a ludere, le verbe jouer. Quand on dit l'illusion comique de Corneille, une illusion, c'est une pièce de théâtre. Et donc, au fond, qu'est-ce que c'est que la religion? C'est du théâtre. Et ça, c'est pas mal. C'est très profond. Et je pense que toutes les religions le savent, d'ailleurs. Et toute l'histoire des religions, c'est toujours lié à l'histoire des arts, à l'histoire du spectacle vivant. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un rite? Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie? C'est un spectacle vivant. Et c'est tout à fait fascinant de voir que l'avenir d'une illusion chez Freud, on pourrait croire bêtement que Freud dit, ben voilà, on est grand, on est intelligent, on est scientifique, on va se débarrasser des représentations enfantines. Mais au fond, si vous lisez bien le texte de Freud, l'avenir d'une illusion, il donne toutes les raisons qui permettent de penser que jamais la religion ne disparaîtra. Précisément parce que la religion répond, en quelque sorte, c'est un art consolateur. Et on a toujours besoin de consolation. Là, il rejoindrait Nietzsche, nous avons l'art pour ne point périr de la vérité de notre caducité, du fait que nous allons mourir. Et donc la religion et l'art sont tout à fait du même côté, en quelque sorte. On trouve cette idée-là, me semble-t-il, chez Freud. Peut-être encore un dernier mot sur le dernier livre de Freud, L'homme, Moïse et le monothéisme. Donc il écrit ça dans les années 30, il sent le péril venir. Il est obligé de quitter Vienne, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Certains membres de sa famille périront effectivement dans la Shoah. Donc il est en exil à Londres. Et donc L'homme, Moïse et le monothéisme, c'est tout à fait extraordinaire parce que il aimerait en quelque sorte démonter les raisons de l'antisémitisme finalement. Et pour lui, au fond, l'antisémitisme, c'est fondamentalement une jalousie par rapport à ce peuple qui se prétend le peuple élu, en quelque sorte. Et donc, il se donne un mal fou, si j'ose dire, pour expliquer que Moïse n'était pas du tout juif ou hébreu, n'est-ce pas, mais c'était tout simplement un Égyptien, etc., etc. Et qu'il n'y a pas plus de dieux qui se permettent d'élire un peuple, mais c'est Moïse qui a dit à son peuple qu'il était élu, etc., etc. Bon, vous imaginez bien que ce genre de texte n'a pas été bien reçu par les rabbins, ça va de soi, ni peut-être par les autres. Mais c'est un texte qui est quand même très intéressant parce qu'il est révélateur aussi. À la fin de notre exposé, on rejoint le début de notre exposé, c'est-à-dire la psychologie de Freud. Et je pense qu'il y a une forte identification de Freud vis-à-vis de Moïse. Et d'ailleurs, il dépeint Moïse comme un chef au caractère colérique, n'est-ce pas, et jaloux. Et Freud n'a jamais cessé de se comporter autrement que comme un chef jaloux de son pouvoir, ne cessant d'exclure tous ceux qui déviaient de la bonne école psychanalytique. Hein. Voilà, c'est propre à la nature humaine, c'est peut-être pas propre à la psychanalyse, mais la psychanalyse n'a pas échappé à la règle. Et il y a une lettre magnifique de Freud où il dit, mais oui, au fond, tout compte fait, au plus profond de mon tempérament, j'ai toujours ressenti que j'étais juif, c'est-à-dire singulier, et c'est ce qui m'a donné la force
en quelque sorte, d'aller contre les préjugés et contre l'opinion de la majorité. Hein, c'est ce thème de la singularité. Donc, qu'est-ce qu'il nous a laissé, Freud? Il nous a laissé quand même, je dirais, une culture psychanalytique que nous partageons tous. Peut-être une sagesse, à savoir que qui veut faire l'ange fait la bête. Si vous prétendez dominer votre vie instinctive, aussi bien sexuelle et agressive, si vous faites les petits saints, il y a de fortes chances que vous vous rendrez malade, et psychiquement, et physiquement, et que vous rendrez malade les autres. Peut-être qu'il y a des individus extraordinaires et exceptionnels, très doués pour la sainteté, comme refus du corps, mais vouloir faire de la sainteté une norme sociale, c'est plutôt produire du crime que de la sainteté la plupart du temps. Voilà ce que nous dit Freud, de ce point de vue-là, c'est très très intéressant. Après, il n'a pas échappé au dogmatisme. Et un des grands progrès moraux de notre époque, me semble-t-il, c'est le fait de ne plus supporter l'abus sexuel en particulier, l'abus en général, les abus incestueux particulièrement. Et je crois qu'une psychanalyse comme Marie Balmary l'a montré, Freud a rencontré cela chez ses patientes, le fait qu'elles aient été abusées par leur père, par exemple, et il n'a pas voulu ni pu le voir. Et donc, au nom du dogmatisme, du complexe d'Oedipe ou d'Oreste, peu importe si c'est un garçon ou une fille, etc., la psychanalyse a elle-même produit son dogmatisme, en quelque sorte, et son manque de courage, peut-être, vis-à-vis de la vérité. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et je dirais peut-être tout à fait pour conclure que si le refoulement, notamment sexuel, fait souvent beaucoup de ravages, Freud était sans doute lui-même particulièrement refoulé sur le plan spirituel, en quelque sorte. Il s'interdisait, en quelque sorte, une forme de vie intérieure. Et je repense à la formule du philosophe Maurice Clavel, qui disait « Mais à notre époque, combien d'états de grâce sont-ils soignés avec des neuroleptiques ?» Alors, il ne s'agit pas d'être romantique et bébête. Il y a des gens qui souffrent d'une manière psychiatrique, il faut qu'ils soient soignés, il faut qu'ils prennent des médicaments. Mais ce que dit Maurice Clavel mérite vraiment d'être médité, comme si à notre époque, et peut-être à l'occasion d'une certaine culture psychanalytique, on refuse en quelque sorte ce que les théologiens appelaient homo capax dei, c'est-à-dire l'être humain capable de Dieu. Et donc il y a certainement là quelque chose, une dimension à laquelle Freud est resté fermé. Merci Philippe Gaudin pour cette présentation des richesses insoupçonnées des maîtres du soupçon. Et on se retrouve pour la suite, les philosophes et nous. Merci beaucoup. Merci.